verdammter Dreck, hör auf, hör doch zu. Lors de sa sortie à Cannes en 1997, le film de Michael Haneke provoqua un petit scandale. Il posait un débat récurrent sur la violence au cinéma, problème que nous aborderons plus loin. Si l'on peut reprocher au cinéaste un côté professoral, il n'en reste pas moins que son film est esthétiquement réussi et cohérent, possédant une force incontestable en plus de résoudre les enjeux qu'il se pose. Le film, plus ou moins inspiré d'un fait divers, commence comme un thriller psychologique, mais le cinéaste en pervertit tous les codes. Funny Games est une œuvre sur l'inconscient collectif du spectateur, sur l'image et sur les stéréotypes déréalisés qu'elle véhicule, donc des comportements qui s'en suivent dans nos sociétés modernes. Haneke réalisera une version américaine de Funny Games en 2007, moins réussie. Dès le début, le cinéaste nous installe dans un climat feutré et bourgeois. Un couple, Anna et George, avec un enfant, Chorchi, et un chien dans une voiture. On joue à reconnaître des morceaux de musique classique, une ambiance de vacances. Tout est tranquille. La musique classique que le couple écoutait est brutalement interrompue par une musique brutale, violente, criarde de John Zorn, qui annonce le déchaînement de violence qui va surgir. Das geht nicht! Bitte? Üben geht nicht! Wir haben für morgen 10 Uhr reserviert. Ihr kommt doch! Ja, ja! Le couple s'arrête devant la villa de leurs voisins, en compagnie de 2 jeunes hommes. On se salue de loin. Wir bringen erstmal das Boot ins Wasser. Könnt ihr uns dabei helfen, so in 20 Minuten? Ja, 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 ich komme. In 20 Minuten bin ich drüben. Okay, danke. Bis gleich. Ciao! Le couple s'installe pour de paisibles vacances dans leur maison de campagne. Un couple cultivé, possédant tout le confort moderne. Beau bateau, belle voiture et belle villa. Et une grille qui s'ouvre grâce à une télécommande. Ambiance simple, chic, paisible. Le spectateur est en terrain connu. Bientôt, 2 jeunes hommes vont entrer dans la maison, le chien va mourir, Georges aura la jambe fracturée et Chorchi sera tué. Les 2 jeunes hommes leur annonceront qu'au petit matin, à 9 h, ils seront tous morts. C'est cette descente aux enfers qui nous est scrupuleusement montrée. On fait d'abord la connaissance avec le berger allemand, puisque c'est lui qui va être la première victime juste après. Un voisin, entreaperçu il y a un instant, vient rendre visite à la famille, accompagné par un jeune homme avec des gants blancs, Paul. Il est présenté comme un ami. Komm rein. Grüß dich. Hallo, vielen Dank, dass ihr gleich gekommen seid. Allein ist ja doch ziemlich mühsam. Ist kein Problem. Das ist Paul, freut mich, Sie kennenzulernen. Paul ist der Sohn eines Geschäftsfreundes. Plus tard, Georges et son fils sont sur le bateau. Pass auf die Backstacke auf. Ja. Anna prépare à manger dans la cuisine. Ciao, Fanny. Du, ruft auf jeden Fall nochmals an und sagt Bescheid, ob wir mit euch rechnen können, okay? Ja. Ciao. Was gibt's denn noch? Da ist jemand. Wo? An der Tür. Arrive un jeune homme, Peter, assez gras, avec des gants blancs, lui aussi. Il demande des œufs. Il vient de la part de la voisine que nous venons d'apercevoir de loin. Ach so, ja. Anna les lui donne. Wofür?
Bitte? Wofür? Wofür braucht sie die Eier? Ich meine, was kocht sie denn? Keine Ahnung. Können Sie sie so nehmen oder soll ich sie einpacken? Wie Sie wollen. Wie sind Sie denn reingekommen? Vorne. Ich meine unten am Strand. Aber Sie sind doch gar nicht nass. Da ist ein Loch im Zaun. Beim Wasser. Also ich meine nicht im Wasser. Fred kennt... Ich meine, Herr Berlinger kennt es. Er hat es mir gezeigt. Na ja, na gut. Also soll ich sie einpacken oder geht's so? Nein, nein, es geht so. Kein Problem. Vielen Dank. Bitte. Und lieben Gruß an Eva. Wir freuen uns schon auf das Spiel morgen. Werde ich ausrichten. Danke nochmals. Und sagen Sie Fred und Ihrem Freund nochmal herzlichen Dank. Verdammt. Was ist denn? Peter fait tomber les œufs par terre, Ist wirklich besser. puis le téléphone portable dans l'eau. Was ist? Oh nein! Il s'excuse de sa maladresse. Il est poli, d'une politesse agaçante. Peu à peu, l'ambiance tranquille du début tourne au cauchemar. Anneke joue avec nos nerfs dans une mise en scène réglée au millimètre, froide et distanciée entre Ingmar Bergman et Robert Bresson, et jouant du plan séquence pour dilater le temps en y introduisant des petits changements qui font basculer toute la situation au fur et à mesure. Bevor Sie hier noch die restliche Küche zertrümmern, sollten Sie vielleicht Ihre Eier nehmen und gehen. Ja. Anna lui donne d'autres œufs et il s'en va. So, bitte. Danke vielmals. Danke. Ich werde Frau Berlinger sagen, wie nett Sie waren. Fein, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Un peu plus tard, Anna entend à nouveau le chien et du bruit. Dans le couloir, il n'est plus tout seul. Il y a un deuxième jeune homme, l'élégant et raffiné Paul. Le prétexte est que le chien les a effrayés. Jetzt schau mal, dass du weiterkommst. Los, verschwinde. Aber plötzlich. Es tut mir leid, der ist völlig harmlos. Der will höchstens spielen. Komisches Spiel. Hat er Ihnen irgendetwas getan? Peter hat einfach Angst vor Hunden. Das tut mir leid. Mir auch. Paul remarque un club de golf, demande à l'essayer, puis il sort avec l'approbation d'Anna. Sur le bateau, Georges et son fils entendent le hurlement du chien au loin. Ich schau mal nach. Anna sent quelque chose d'anormal et demande aux deux jeunes hommes de partir en poussant l'un d'eux. Son mari intervient et ne comprend pas la réaction de sa femme. Sie raus. Das ist gut, dass Sie kommen, Herr Schober. Sie heißen doch Schober, nicht wahr? Fred, ich meine, Herr Berlinger hat mir das gesagt. Was? Was ist los? Wirf ihn raus. Ihre Frau unterliegt einem Irrtum. Ich bin sehr froh, dass Sie da sind. Sie können uns sicher helfen, dieses Missverständnis aufzuklären. Bitte, Georg. Das ist nicht zu fassen. Darf ich Ihnen erklären, wie es zu dem Missverständnis gekommen ist? Frau Berlinger hat mich rübergeschickt. Ich soll ein paar Eier für Sie holen. Ja, was und? Weiter. Ihre Frau hat Peter die Eier gegeben. Leider sind sie ihm runtergefallen. Ja, dann hat sie mir nochmal 4 Eier gegeben und dann ist der Hund mich angesprungen. Und jetzt... Sie haben doch eine 12er-Packung. Und wenn Sie Montag ohnehin einkaufen, dann können Wir Sie... wollen nur die Eier. Das ist eigentlich alles. Kannst du mir erklären, was hier los ist? Gib sie ihm. Moment, bleibst du bitte einen Augenblick hier. Kann ich Sie haben? Augenblick. Was ist?
Le hasard dans l'emboîtement des situations est terrible. Moment crucial entre l'incompréhension et le manque de fermeté de Georges et l'incapacité de sa femme à s'expliquer ouvertement. Celle-ci s'en va excédée. Mach, was du willst, für mich ist die Sache erledigt. Anna. Würden Sie bitte gehen? Meine Frau fühlt sich nicht wohl. Ich kann hier nicht den Schiedsrichter in einer Sache spielen, die ich nicht kenne. Gehen Sie bitte. Brusquement, Peter s'approche menaçant et demande d'une façon inquiétante qu'on lui donne les œufs. Tout bascule. Was ist? Bitte. Geben Sie es ihm doch. Was ist denn hier los? Nichts ist los. Sie hat ihm die Eier gegeben, der Hund ist an ihm hochgesprungen, er hat sie fallen lassen. Geht viele andere dafür, ist das so schwierig? Sagen Sie, was ist denn das für ein Ton? Pass auf, dass ich dir deine Eier nicht ausreiße. Und jetzt verschwindet gefälligst. Aber schnell. Herr Schober, Nous comprenons le piège qui se referme sur cette famille. Georges est immobilisé, Anna est revenue et réalise la situation. Das Handy ins Wasser geworfen. Le petit Chorchi est terrorisé. Anneke prend un schéma classique et ancestral où des intrus s'immiscent et s'arrogent un territoire intime et symbolique. Le spectateur peut aisément s'identifier à cette agression de base. ça. Le film commence par éliminer le chien, le berger allemand. Paul demande pourquoi il a une balle de golf dont il ne s'est pas servi. Et l'angoisse augmente d'un cran quand la famille saisit que le club de golf a été utilisé pour tuer le chien. Nun? Weil du ihn nicht verschossen hast. Richtig. Und warum habe ich ihn nicht verschossen? Weil du gehindert wurdest. Richtig. Und weil ich den Galloway anders testen musste. Beaucoup de scènes sont vues sous l'angle du jeu, comme le titre l'indique. Le couple du début s'amuse à découvrir des morceaux de musique classique, comme on l'a vu. Paul fracture la jambe du père avec un club de golf. Wo ist er? Puis, dans la scène suivante, Paul aide Anna à trouver le chien en jouant au jeu chaud et froid. La perversité suprême ici est que les deux jeunes hommes obligent leurs victimes à se prêter à leur jeu, dont ils ont eux-mêmes établi les règles, accentuant le contraste entre leur frivolité, leur côté ludique, clinique et distingué avec leurs gants blancs, et la violence et la torture qu'ils infligent à cette famille. Des voyous? Des monstres alors? Des gens ordinaires, sans identité. Ils pourraient être n'importe qui. Ils n'ont pas de mobile, de morale. Ils se prennent pour des personnages de bande dessinée. Ils jouent, et pour eux, tuer et torturer, c'est jouer à un jeu. Clin d'œil et aparté de Paul à la caméra. Bien sûr, le jeu installé par les deux jeunes hommes est mis en perspective par le cinéaste lui-même dans celui qu'il installe avec le spectateur, et bien entendu avec les films de divertissement qui éludent les véritables problèmes existentiels. Dans un entretien, le cinéaste rapproche les comédies sous le régime nazi des films de divertissement actuels. Des amis en bateau rendent visite au couple, mais Anna est seulement présente près du ponton sous la coupe de Paul. Après les salutations habituelles, on saisit maintenant comment les meurtriers opèrent à chaque fois, histoire d'être reconnus comme des connaissances de tel ou tel couple et donc d'effacer toute suspicion quand ils leur rendront visite un peu plus tard. Wo liegen Sie denn? Was? Ach so, da hinter der Landzunge. Aber auf der anderen Seite. Das alte Holzhaus mit dem Efeu. Genau. Sieht sehr schön aus. Ist es auch, junger Mann. Also dann, ciao. Le cinéaste rentre dans le vif du sujet à partir du moment où les deux jeunes hommes réussissent à séquestrer cette petite famille.
jetzt auf oder es geht deiner Mutter schlecht. Ist das klar? Ist das klar? Haneke ironise sur les justifications que des personnes tentent de donner aux agissements des voyous. Quand le père demande à Paul pourquoi ils commettent de tels actes, ce dernier invente une situation sociale catastrophique à son ami Peter. Et celui-ci pleure. Sein Vater hat sich scheiden lassen, als er noch so klein war. Und hat sich eine Das ist andere... gar nicht wahr. Er lügt. Meine Mutter hat sich scheiden lassen, weil ich... Weil sie wollte das kleine Kuscheltierchen immer für sich alleine haben. Und seitdem ist er schwul und kriminell. Alles klar? Du bist ein Arschloch. In Wirklichkeit ist es so, dass er aus dreckigen, kleinen Verhältnissen stammt. 5 Geschwister hat, die alle süchtig sind. Der Vater säuft und was die Mutter macht, können Sie sich ausrechnen. Das heißt, in Wahrheit vögelt er sie nämlich. Bitte. Aber wahr. Jetzt beruhig dich wieder. Mais Paul avoue que tout cela n'est pas vrai. Et Peter se remet à sourire. Oh, pardon. Klar, welche Antwort hätten Sie denn gern? Welche würde Sie befriedigen? Es ist auch nicht wahr, was ich sagte. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Sehen Sie ihn an. Glauben Sie, dass er aus kleinen, dreckigen Verhältnissen stammt? Na also. Er ist ein verwöhnter kleiner Hosenscheißer. Überdruss und Weltekel nagen an ihm. Er trägt schwer an der Lehre der Existenz. Das ist hart, ehrlich. Jetzt grinst er wieder. Sehen Sie? Also, zufrieden? Oder eine andere Variante? Michael Haneke met ici le doigt sur les fausses raisons qui poussent à la violence et les tourne en dérision. Les médias nous parlent du malaise des banlieues, de la fracture sociale, du chômage, mais ces deux jeunes oisifs sont issus du même milieu que le couple qu'il va torturer. La violence ne vient pas seulement d'un contexte social particulier, c'est un problème humain avant tout. La différence est que certains ont les réseaux pour la dissimuler, tandis que les autres ne les ont pas. Paul annonce même que dans ce jeu, il parie que le lendemain, à 9h, le couple et Chorchi seront morts. Wie spät haben wir es? 20 vor 9. Dass ihr in, sagen wir mal, 12 Stunden alle 3 kaputt seid, okay? Was? Sie wetten mit uns, dass Sie morgen um 9 noch leben, wir mit Ihnen, dass Sie tot sind, okay? Sie wollen nicht wetten. Das geht nicht. Gewettet muss werden. Paul se tourne vers la caméra. Was meinen Sie? Denken Sie, Sie haben eine Chance zu gewinnen? Sie sind doch auf Ihrer Seite, oder? Also, auf wen setzen Sie? Ses adresses aux spectateurs montrent bien le jeu du cinéaste en sortant la fiction de son déroulement habituel, pour nous y replonger aussitôt, tellement nous sommes captifs des éléments que les réalisateurs mettent en place pour induire telle ou telle réaction. Celui qui affirmerait que le cinéaste est le seul pervers du film n'aurait pas compris l'objectif. Il veut bien être pris par une telle histoire, mais il faut que tout cela finisse bien, que les méchants soient punis et que les gentils soient sauvés. Il veut être rassuré et que sa vision du monde ne soit pas égratignée. Sauf que ce n'est pas la réalité, seulement celle des films moralistes. La pression augmente et le cinéaste accentue le contraste entre le détachement des jeunes hommes et la terreur de la famille. Prenons la scène où il demande à Anna de se mettre nue, histoire de voir si elle n'a pas, vu son âge, quelques bourrelets. Et ce, tout en sauvegardant la morale, en ayant mis le visage de l'enfant dans une tête d'oreiller afin qu'il n'assiste pas au spectacle.
Zieh dich aus, mein Schatz. Zieh dich aus. Zieh dich aus, mein Schatz. Zieh dich aus, mein Schatz. Un cinéaste voyeuriste nous aurait montré Anna nue tout en prétendant s'indigner d'une telle action de la part des jeunes hommes. A l'inverse, Michael Haneke refuse de franchir cette frontière parce qu'il sait que le sadisme et le voyeurisme rôdent toujours en nous d'une façon ou d'une autre. Il décide de nous frustrer, d'aller contre les intérêts troubles du spectateur et ne filme que le visage d'Anna. Son corps en entier restera hors champ. Bravo. Was habe ich gesagt? Keine Fettpölsterchen. Un peu plus tard, en dehors de l'éclairage malsain d'une telle scène, il nous montrera Anna en soutien-gorge. Voilà ce que nous voulions tristement voir, une femme nue et humiliée sur un écran. Haneke installe son film en déroutant les habituelles petites intrigues dans leur déroulement. S'il ménage ces zones de suspense, c'est justement pour tromper le spectateur sur son attente et sur l'attente que le cinéma a créée depuis longtemps sur ce genre de scène. Quand Chorchi réussit à s'enfuir, il est incapable d'escalader la grille du portail. Ce couple s'était tellement replié sur lui-même qu'il en avait oublié que la violence pouvait être un tel choc. Là, par la force des choses, il en prend conscience. D'ailleurs, il est à la fois victime et responsable de cet enfermement. Leur maison est isolée, le portail empêche Chorchi de sortir chercher de l'aide, le portable plongé dans l'eau devient inutilisable. Michael Haneke nous montre que l'apparent pacifisme du progrès technologique nous coupe du monde. La métaphore de l'œuf prend ici tout son sens comme atomisation du monde contemporain. Chorchi trouve refuge dans la maison des voisins que nous avons vue au début et découvre le cadavre de la petite Sissi que les deux jeunes hommes ont tué. Il aperçoit alors le fusil, parvient à s'en emparer et tombe nez à nez avec Paul qui lui recommande de l'armer. S'approchant de Chorchi, ce dernier appuie sur la gâchette. Effectivement, le fusil est vide. Et Paul le savait fort bien pour l'avoir utilisé en tuant les occupants. Retour à la case départ. Ironie douloureuse, le fusil, grâce à la fuite de Chorchi, servira à le tuer. Du musst schon abdrücken. Pendant ce temps, Peter regarde la télévision, zappe avec la télécommande et s'arrête sur une course d'automobile. Plan nullement anodin que toute cette débauche d'informations et de faits qui noie le spectateur dans un bain indifférencié et occulte toute vérité. Alles in Ordnung, ja. Wird jetzt ans Seil genommen. Auto hat noch was abgekriegt bei diesem Dreher. Vielleicht Ja. schade drum. Sie haben die Sissi umgebracht.
Auto im Boxenbereich. Offensichtlich sind Dämpfe im Auto. Darf ich? Paul revient avec Chorchi et toujours en badinant, il propose de mettre son pari à exécution. Il donne 2 cartouches à Peter qui arme son fusil et ce dernier commence une sorte d'Amstramgram pour choisir celui ou celle qu'il va tuer. Le cinéaste exaspère notre attente et notre agacement par l'incessant babillage des 2 tueurs qui ne cessent de faire des digressions totalement irréalistes en regard de la situation tragique qu'ils ont créée. Paul se rend alors dans la cuisine et fait à manger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En hors-champ, on entend la course d'automobile, puis un coup de fusil et des cris. Soll ich jemand was mitbringen? Nous n'avons rien vu, mais du sang coule sur la belle télévision, montrant toujours la course de Formule 1, dont le son exaspère le moment tragique, créant une tension insoutenable. En off, on entend Paul et Peter s'en aller. Wie spät ist es denn? Kurz vor 12. Wir haben bei Eleanor, die Wie ist mit den beiden nichts mehr Nana anzufangen? im Twitch liegt. Lass uns abfahren. Gut. Besten Dank für den Driver. Ich stecke draußen ins Set zurück, ja? Team ebenfalls. Danke. Reifenwechsel. Das geht jetzt Schlag auf Schlag. Netten Abend So, noch. die Zeit ist gekommen, wie lange das dauert. 13. Et arrive cet incroyable plan séquence de 10 minutes et 30 secondes, filmé de loin, pudique. Le cadavre de Chorchi repose près de la télévision, baignant dans une mare de sang. Une grosse tache de sang macule le mur au-dessus. Anna est attachée dans un état de sidération totale. La première chose qu'Anna fait, ce n'est pas de recouvrir son enfant mort ou de secourir son mari, mais d'éteindre tout d'abord la télévision. Elle va chercher un couteau dans la cuisine. Georges s'effondre en larmes en hurlant. Anna revient et le console. Elle l'aide à se relever péniblement et Georges y parvient, non sans douleur. Cette longue et pénible scène montre tout l'impact de la violence.
Le drame est effroyable. On a peine à se le représenter et le plan séquence joue de cette intensité avec distance, sans gros plan sur le cadavre de Chorchi par exemple. Le spectateur réorganise ses émotions, dérouté dans ce qu'il attendait d'un tel film. Il digère, il constate les dégâts. On peut dire frivolement que tout cela est moraliste, sauf si une telle tragédie nous arrivait. C'est précisément là où le cinéaste veut en venir, c'est-à-dire contrarier notre moralisme facile dans la représentation de la violence et indiquer qu'un auteur ne peut pas s'en moquer en la légitimant, sans quoi il est irresponsable. Haneke n'est pas un cinéaste pessimiste, plutôt lucide et réaliste. Ce sont des films de divertissement qui le sont, car ils évacuent la réalité, l'édulcorent, en nous demandant implicitement de ne pas nous en préoccuper pour nous la rendre confortable. Et à force de nier la réalité, celle-ci devient incompréhensible, inintelligible. Les acteurs sont impressionnants. Rendons un petit hommage à ces deux exceptionnels comédiens, Ulrich Mühe et Susanne Lothar, tous les deux morts respectivement en 2007 et en 2012. Le couple tente vainement de remettre en marche le portable. La tragédie que vivent Georges et Anna est montrée dans une scène où Georges demande à sa femme de lui pardonner et où celle-ci embrasse son mari en lui disant « Je t'aime », jouant d'un effet pathétique extrême, juste destiné à montrer l'horreur qu'ils subissent. Bitte verzeih mir. Ich liebe dich. Anna sort chercher de l'aide. Elle découpe le grillage avec un sécateur et se retrouve sur la route. Elle appelle à l'aide des voisins qui ne répondent pas. Georges tente de joindre quelqu'un et il y réussit presque. Peter, hier ist Georg. Hallo? Hörst du mich? Ich höre dich kaum. Hallo? Hör zu! Falls du mich hörst, schick sofort die Polizei zu uns ins Seehaus. Sofort! Hallo? Anna marche désespérément à la rencontre de quelqu'un. Elle aperçoit alors une voiture. De peur, elle la laisse passer. Et arrête la seconde. Erreur fatale. Le hasard n'est pas avec elle. Jusqu'au bout, le film nous fait croire qu'un des membres de la famille va s'en sortir. Si Haneke pousse ce stratagème jusqu'à l'exaspération, c'est pour bien montrer le leur dans tout son artifice. Le plan où une balle de golf roule devant la porte est une idée terrifiante et simple.
Revoilà Peter et Paul. Le calvaire n'est pas fini. Anna réapparaît ligotée et bâillonnée. Daneben. Guten Morgen, Captain. Guten Morgen. La torture continue. Der übrig bleibt, nicht der Ausgezählte. Voilà, Monsieur. Merci, Monsieur. Warte mal. Wir wollen doch dem Publikum etwas bieten. Und zeigen, was wir können, nicht wahr? Du darfst jetzt auch wieder mitspielen. Georges veut qu'ils en finissent une bonne fois pour toutes. Paul trouve cela lâche. Macht Schluss. Es ist genug. Es ist genug? Meinen Sie wirklich, es ist genug? Was meinst du, Anna? Hast du schon genug oder willst du weiterspielen? Antworte nicht mehr. Lass sie machen, was sie wollen, bitte. Dann ist es schneller zu Ende. Pfui, das ist aber feig. Wir sind doch noch unter Spielfilmlänge. Ist dir schon genug? Sie wollen doch ein richtiges Ende mit plausibler Entwicklung, oder? Die Wette läuft noch. Die kann man nicht einseitig aufkünden. Also, das Spiel... Paul décide de jouer et demande à Anna de réciter une prière et ainsi elle aura le choix de faire mourir son mari, soit par le couteau, soit par le fusil. Comme Anna, totalement hébétée, ne réagit pas, Paul torture au couteau Georges qui hurle, bien sûr hors champ. Siehst du, das ist das Messerchen. Das kannst du nur sparen. Du brauchst nur mitzuspielen. Kann ich verstehen, Anna. Das kann ich wirklich verstehen. Es ist kein gutes Gefühl, wenn man seinen Liebsten Schmerzen verursacht. Dabei kostet es so wenig, das zu vermeiden. Du brauchst dich nur an die Spielregeln zu halten und alles ist gut. Comme elle n'en connaît pas, c'est Peter qui prononce la première qui lui passe par la tête. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das ist so leicht. Was anderes fällt mir nicht ein. Na gut. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel... Nein, so nicht. Das ist ein Gebet. Das kann man doch nicht so runterleiern. Du willst doch was vom lieben Gott. Also bete gefälligst ordentlich. Na komm, ordentlich hinknien. Anna est obligée d'obtempérer et, humiliation suprême, de le faire à genoux et d'y mettre la plus grande ferveur religieuse comme une vraie croyante. Bravo, das haben wir gut gemacht. Pour corser le jeu, Paul lui impose de réciter cette prière, mais à l'envers. Et c'est à ce moment-là qu'Anna s'empare du fusil et tue Peter. À certaines projections, des personnes jubilaient et applaudissaient à cette scène. C'est la seule scène ouvertement sanglante du film. Michael Haneke prend bien soin de laisser passer quelques secondes, le temps que le spectateur croit que la scène a réellement eu lieu, que le soulagement et la satisfaction s'installent dans sa tête. Brusquement, Paul se demande où est la télécommande, la cherche et la trouve, et, surprise, rembobine le film lui-même juste avant qu'Anna ne prenne le fusil. Le film reprend alors son cours, mais là, Paul s'empare du fusil avant Anna. Das war der Probelauf. Und jetzt geht's um olympisches Gold. Wenn du dieses kleine, leider viel zu kurze Gebetchen von hinten nach vorne fehlerlos aufsagst, da darfst du dir nicht nur aussuchen, wer von euch beiden zuerst den Löffel abgibt, sondern auch, und das wird dich wahrscheinlich noch mehr interessieren, wodurch das geschieht. Ob durch das schmerzlos schnelle Schießen. Idée géniale autant que incroyable. Il faut nous y arrêter aussi.
Le spectateur devrait comprendre que cette scène dont on le frustre, c'est ce qu'il aurait aimé voir. Ce meurtre, il l'a légitimé, moralement, psychologiquement, affectivement. Tout le problème est là. Michael Haneke retire cette scène afin de nous faire saisir le mensonge de la fiction habituelle qu'elle opère en justifiant notre sadisme et notre ressentiment. Ici, la vengeance d'Anna est que le jeune homme soit tué. Dans une telle scène, d'habitude, nous ne comprenons pas le mécanisme de la vengeance. Nous l'accréditons, même dans la vie. Michael Haneke, lui, en montre toute la fausseté, au niveau narratif, puis au niveau moral. Car si le spectateur est soulagé, exaspéré par le sadisme des deux jeunes hommes envers cette famille, voilà qu'il est prêt dans son fort intérieur à opérer le même sadisme en pensant qu'il a bien raison de légitimer une vengeance et un meurtre comme justice. Il ne fait que prolonger le mal en étant un double des tortionnaires. Il ne fait que les imiter, en pensant illusoirement que cela réglera le problème. Mais quel problème? 2 pervers en moins? Et les autres? Voilà donc le débat concernant, entre autres, la violence au cinéma. D'un côté, il y a ceux qui pensent que cette violence fabrique des criminels à la chaîne. C'est bien entendu faux. De l'autre côté, certains croient que l'image cinématographique est innocente et qu'on peut tout montrer, ce qui est tout aussi faux. Innocence jusqu'où? Dans l'exécution des méchants que le scénario a justifié comme tel? Mais que penser alors de la publicité, du soft power? Pensons aussi aux Indiens que les films de cow-boys massacraient sans cesse, si l'image est aussi innocente que cela. Haneke ne se situe pas dans ces deux clans. Ce qu'il indique est que l'image cinématographique, si proche du réel par sa représentation, a, qu'on le veuille ou non, un impact sur nos consciences et nos images mentales. C'est ici qu'intervient la fameuse notion de catharsis, ou purgation, provenant d'Aristote dans sa Poétique. Aristote considère la mimésis du point de vue téléologique, c'est-à-dire la fin ou l'effet qu'elle veut produire. Il institue l'idée contre Platon que l'art est une représentation de la vérité des choses, car ce dernier provoque un plaisir de la reconnaissance chez le spectateur. Ce plaisir est issu de la mimésis, dont l'un des volets est appelé catharsis. Cette dernière désigne les émotions ressenties, tandis que la mimésis désigne la construction de l'histoire. La mimésis vise à dégager la forme de ces émotions pour en permettre l'épuration. On peut comparer cette mimésis à la vaccination. Il s'agit non de faire disparaître les émotions, mais de les donner à voir sous leur forme inoffensive. Le vaccin permet à la fois de neutraliser l'aspect offensif du virus tout en fournissant l'information nécessaire à sa reconnaissance par les cellules immunitaires. La catharsis n'est que l'aboutissement du procès mimétique qui prend place tout au long de l'œuvre, permettant à celle-ci d'exister. Ainsi, lorsqu'elle intervient, la mimésis a déjà travaillé toutes les autres parties de la tragédie qui en comptent 6. La modernité d'Aristote est l'affirmation que le plaisir artistique est un plaisir cognitif. L'art nous apprend quelque chose de la réalité et ne nous défoule pas. La catharsis comme simple défouloir fait croire qu'on peut voir de la violence pour se purger et éviter ainsi d'y avoir recours. Si elle ne fait rien comprendre, premier problème, le sens de l'œuvre est laissé à la seule satisfaction du spectateur, en dehors de toute la construction de l'histoire. Second problème. Cette catharsis nous fait sombrer dans un repli autarcique dont l'un des visages est le consumérisme ou la complaisance dans l'expérience vécue. Dès lors, on peut faire tout et n'importe quoi, montrer les pires choses, un spectateur peut toujours dire « Oui, c'est horrible, mais parce que c'est montré, on en prend conscience et on l'assume. » Or, on ne voit pas une œuvre d'art comme on va chez le médecin pour qu'il nous guérisse d'un rhume. La singularité de l'œuvre est donc évacuée au profit des intérêts égoïstes de n'importe quel spectateur. Une fiction n'est pas là pour montrer, mais pour représenter. C'est le rôle que l'œuvre d'art offre lorsqu'elle aborde la violence, puisque la violence, c'est la figure de ce que nous ne soupçonnons pas en nous. On ne joue pas avec la violence. La violence se joue toujours de nous. La représentation artistique sème le doute, dévoile le mensonge bien réglé que l'homme se fait à lui-même. Car si le mal n'était pas attirant, il n'y aurait aucun problème à faire le bien. Or, le mal est aussi source de plaisir.
Il y a donc deux niveaux. Le premier, montrer ou non des scènes violentes avec complaisance, gros plan, meurtre au ralenti, musique lyrique en appoint. Et le second, expliciter ou non ces scènes en indiquant le processus mensonger qui amène un personnage à tuer. Appel à la vengeance et à la tuerie, etc. Il s'agit de comprendre, non de justifier. En ce sens, Haneke réalise réellement une œuvre cathartique. Il retraduit les faits de réel traumatisants de la violence et nous en fait comprendre le mécanisme à travers le cinéma habituel et dans la réalité. Aucune complaisance ici. Là est justement la frontière précise sur laquelle le cinéaste autrichien met le doigt. Il aime par exemple Salo ou les 120 journées de Sodome de Pier Paolo Pasolini, autre film insoutenable sur le sujet tout en restant mesuré et froid. Certains réalisateurs prétendent dénoncer la violence par un discours, mais ne cessent de trouver prétexte à tuer sans arrêt des méchants. Leur discours ne sert que de paravent à ce qui est explicitement montré et légitimé. C'est le plus important, car l'être humain est un être de désir et le mécanisme de la vision est fortement attaché au désir. Dans ce dilemme, le spectateur qui aime ces ballets de violence dira que Haneke est moraliste, mais c'est pour mieux légitimer son goût du sang, second degré ou non. C'est pour cela que la violence au cinéma fait recette. Mais cet aspect économique n'est pas le plus important. Chez Michael Haneke, nous sommes dans la suggestion, voire le hors-champ. Certains disent que le cinéaste, par ce hors-champ, se fait encore plus brutal qu'un film qui montre explicitement des images violentes, notamment par le fait que le spectateur imagine des choses encore plus horribles dans son fort intérieur. C'est inexact, car ce domaine lui appartient en propre. Ce qui reviendrait à dire d'une façon contradictoire qu'un cinéaste qui montre de la violence explicite est moins sadique qu'un cinéaste qui l'occulte. C'est d'autant plus faux que non seulement Haneke évite au spectateur de jouir de la violence par le hors-champ, mais il explicite dans le déroulement de l'intrigue les fausses justifications qu'un spectateur se donne pour accréditer tel ou tel crime, c'est-à-dire le ressentiment. Il faut se poser la question dérangeante, pourquoi la critique négative de la consommation d'images violentes est-elle mal vue? Si cette consommation de la violence est âprement défendue et justifiée, c'est qu'elle suscite des intérêts de toutes sortes, affectifs, libidineux, sadiques, intérêts personnels et privés, extra-cinématographiques, comme en circuit fermé. Que cela fasse plaisir à certains buveurs de sang ne fait aucun doute, mais que cette consommation fasse œuvre d'art en est une autre. Quentin Tarantino est le cinéaste complaisant en cette matière, justifiant sans cesse le héros dans son permis de tuer et esthétisant le carnage pour que le spectateur y trouve une jouissance sadique bien à l'abri derrière son écran. Le spectateur romain était moins hypocrite à cet égard, et sans lui faire comprendre le mécanisme intime qui mène à la violence. Au contraire, il le perpétue et le justifie au nom du bien, de la justice, de la juste vengeance, qui n'est que l'autre versant par lequel la violence trouve à se répandre. Il suffit d'inverser ses protagonistes, comme dans Inglourious Basterds, et présenter des nazis joyeux massacrant des juifs. C'est pourtant le même mécanisme d'extermination que celui proposé. Au début, le cinéaste montre des juifs se faisant tuer sous un plancher, sans qu'on ne voit rien, comme si cela était indigne, à juste titre, alors que montrer des nazis se faisant exterminer est permis et facile. L'image n'est pas si innocente que cela. Ce n'est pas Haneke qui est moraliste, mais bel et bien Tarantino. Les réseaux sociaux comme Twitter ont bien montré depuis comment un bon nombre d'internautes appellent à lyncher, à vouloir la mort ou l'exécution sommaire, prêts à commettre la même barbarie sans faire preuve de retenue, autrement dit, être civilisés. Au contraire, ils ne font que propager le mécanisme en leur fort intérieur, comme les films. Il serait naïf de croire que les clichés dans ceux-ci ne se retrouvent pas dans les consciences et réciproquement. Dans ce cas, à quoi servirait une œuvre d'art qui permette une représentation des passions, une mimésis et de les comprendre d'une façon poétique? À travers Funny Games, Michael Haneke poursuit sa réflexion sur la déréalisation de notre monde moderne, aseptisé, clos, rassurant, démocratique.
Il ne critique donc pas seulement la manière dont la violence est déréalisée, mais cette déréalisation elle-même qui touche tous les aspects de la société. Déréalisation qui crée des êtres tellement coupés de la réalité qu'ils en viennent à s'amuser, à tuer, et non de faire croire que le spectacle d'images violentes fabrique des tueurs à la chaîne. Le mécanisme est plus pernicieux car cette violence imagée ne fait jamais saisir un processus ressentimental en nous qui a occasionné bon nombre de massacres dans l'histoire. Haneke indique que si on n'essaie pas de comprendre le monde dans lequel on vit, on court droit à la catastrophe. Et celle-ci peut jaillir du plus grand calme possible, du plus charmant tableau idyllique. C'est à propos de cette scène qu'une phrase de Michael Haneke prend tout son sens. La question n'est pas de savoir ce qu'on a le droit de montrer, mais comment permettre au spectateur de comprendre ce qu'on lui montre. L'œuvre de Michael Haneke est donc à l'opposé du film de divertissement. C'était le cas de son premier long-métrage, Le 7e continent, où un couple, appelé aussi George et Anna, détruisait leur appartement avant de tuer leur enfant et de se suicider ensuite. Ce sera encore le cas de Benny's Video, l'histoire d'un adolescent passant son temps à regarder les films violents en vase clos. Il tuera une amie pour voir ce que cela fait et dénoncera ses parents pour avoir caché le cadavre. Il y a d'ailleurs un lien évident entre Benny's Video et Funny Games. Le garçon du premier est le même acteur qui joue Paul dans le second, Arno Frisch. Dans 71 fragments d'une chronologie du hasard, Haneke montre à quel point notre société post-industrielle atomise les individus. Ceux-ci se renferment sur eux-mêmes ou fuient dans leur imaginaire ou leur hobby, complètement coupés de la réalité. C'est là que l'on voit la différence dans le traitement de la mise en scène avec les films habituels.
Funny Games semble donc être un pendant à Benny's Video, mais où cette fois-ci le spectateur est directement interpellé sur sa consommation d'images violentes. Le film continue. Les deux jeunes hommes tuent le mari et emmènent sa femme ligotée sur un bateau. Anna essaie de couper ses liens. Va-t-elle s'en sortir? Paul repère sa tentative d'évasion. La surprise vient aussi que le jeu n'est pas mené jusqu'à son terme, nous prenant à contre-pied. Hey, pass auf, Fetze! Ich dachte, du bist nicht Schwimmer. Hol die Witwe rauf, sie fühlt sich sonst allein. Würden Sie bitte mithelfen? Es geht schwer. Ich tue Ihnen sonst weh. On attend encore une scène de supplice et finalement, avant l'heure dite, Paul pousse frivolement Anna, ligotée, dans l'eau après l'avoir embrassée et lui avoir dit adieu. Sa mort passe presque inaperçue. La raison de Paul est qu'il a faim, dit-il. Ironie. Wie spät es ist? Kurz nach 8. Schon? Ciao, Bella. Wieso? Die Frist ging noch bis 9. Sie hätte noch fast eine Stunde gehabt. Erstens war das Segeln so zu mühsam. Und außerdem habe ich langsam Hunger. Das ist wahr. Après leur carnage, ils discutent d'un sujet frivole, d'antimatière, puis glissent vers les liens entre la fiction et la réalité. Un peu plus tard, on voit Paul pénétrer dans la maison des amis du couple qui étaient venus un court instant en bateau auparavant. Hallo? Il demande des œufs pour Anna. Bien sûr, non pour les manger. Sie erinnern sich nicht mehr an mich? Gestern Nachmittag, am Steg. Ich bin Paul. Ah ja. Guten Morgen. Morgen. Anne schickt mich. Heute Morgen sind überraschend Gäste gekommen und du lässt sie fragen, ob sie ihr mit ein paar Eiern aushelfen könnten. Le film s'achève sur une boucle de la forme d'un œuf. Structure parfaite. Paul regarde la caméra longuement. On entend de nouveau la musique violente de John Zorn. Un nouveau carnage va commencer. Some more?